Un autre exemple pratique que je vous propose, c'est d'utiliser Power BI. Donc, c'est un outil Microsoft de business intelligence. En fait, concrètement, vous prenez Access, vous prenez Excel, vous les mélangez tous les deux, vous rajoutez des fonctions de calcul puissantes, des possibilités pour restituer des informations sous forme de visuels graphiques très dynamiques, la possibilité de se connecter à plein de sources de données, la possibilité aussi de partager son travail sur Internet via une version PC ou mobile, et vous avez une idée de ce qu'est capable de faire Power BI. Donc cette vidéo, c'est un extrait du tutoriel qui s'appelle « Construisez votre reporting dynamique en 5 étapes avec Power BI ». Donc pour ceux qui l'ont déjà suivi, c'est du déjà vu. Rappelez-vous juste pour resituer les choses que le contrôle qualité, c'est compris dans notre étape 2, gérer ses données. Pour ceux qui découvrent, prenez plutôt cette vidéo comme un moyen de sortir entre guillemets du monde Excel et de vous initier un peu à des outils BI par écran interposé. Et c'est peut-être l'occasion de pousser un peu plus loin et pourquoi pas de vous plonger dans Power BI plus tard. Le but de cet exemple, c'est de vous montrer concrètement comment on peut utiliser des formules de calcul et des algorithmes pour évaluer les différents contrôles qualité. Donc je ne vais pas me servir de la trame du template Excel qui me prendrait un peu de temps alors qu'on l'a déjà vu dans l'exemple qu'on a traité avec Excel. Mais bon, les bonnes pratiques voudraient que je le fasse et que je documente ce que je fais dans ce genre de template. Pour ceux qui sont déjà familiers de Power BI, c'est de la mise en pratique. C'est l'occasion peut-être de vous perfectionner un peu plus. Donc voilà. Allez, go! Alors, je reprends comme d'habitude l'exemple de ma société qui vend du textile en ligne. Et donc, j'ai toujours le même schéma relationnel des données, c'est-à-dire 2 tables de fait, celle des ventes et celle des retours, 2 référentiels de niveau 1, ma table des clients et ma table des produits, et 2 autres référentiels plus généraux, mon calendrier, qui est un peu mon maître du temps, et mon référentiel géographique. Donc, premier boulot devant mon modèle, c'est d'abord d'identifier les champs clés, c'est-à-dire les champs sur lesquels mes mesures et mes calculs s'appliquent, et donc les champs sur lesquels je vais en priorité appliquer mes contrôles qualité. Alors, on va se placer par exemple dans le cas où on veut étudier le panier moyen par type de client. Et donc mes champs clés, ça va être mes champs de ma table client en priorité avec les attributs du client et aussi quelques champs de la table vente. Alors, rappelez-vous, j'ai 5 vérifications à faire de manière générale. Donc on va prendre quelques exemples pour chacune de ces 5 vérifications. La première vérification, c'est la complétude en termes de volume. Est-ce que toutes les données sont présentes? Est-ce que, ici, je dispose bien de l'âge de chacun de mes clients? C'est l'exemple que je prends. Donc, pour vérifier ça, on va calculer le taux d'âge manquant, c'est-à-dire parmi toutes les lignes de ma table client, combien sont vides. Donc, je vais dans ma table client, j'ai ici une colonne avec l'année de naissance de mes clients, et ça c'est une donnée facultative qui est renseignée ou pas lors de l'inscription sur le site par les clients. Donc, on va calculer le taux de manquant. C'est une mesure parce qu'elle s'applique donc c'est un calcul qui s'applique à un ensemble de lignes, et cette mesure ça va être égal, donc taux de manquant, au nombre de données présentes divisé par le nombre de données attendues. Donc le taux de manquant H client, je mets pas d'accent sur H volontairement pour l'autosuggestion, c'est donc égal au nombre de lignes de ma table client et de ma colonne année de naissance qui sont vides. Donc pour ça, j'utilise la fonction countBlank. Ça me permet vraiment de compter le nombre de lignes pour lesquelles l'âge du client est vide. Et je divise ça par mon nombre total de lignes que j'obtiens grâce à la fonction countRows qui, elle compte toutes les lignes d'une table. Voilà, donc je mets le résultat de ma mesure en pourcentage puisque c'est un taux, un ratio. Et donc je vois que 21,6% de mes clients n'ont pas enregistré leur année de naissance, donc ça fait quand même plus d'un cinquième, c'est loin d'être négligeable. Je peux faire la même chose pour le code postal, hein. J'ai aussi une colonne code postal dans ma table client. Je peux calculer le taux de manquant de mes codes postaux aussi. Et donc c'est exactement le même principe, hein. Je vais créer une mesure qui s'appelle taux de manquant code postaux client. Et donc je vais utiliser pareil, hein, la fonction countBlank pour évaluer le nombre de lignes pour lesquelles j'ai pas de code postaux pour un client, et je vais diviser tout ça par le nombre total de lignes de ma table client. Voilà, donc je suis à 0,08% pour toute ma table client, donc c'est quand même très peu. Je pourrais faire aussi évaluer ce calcul-là pour la France. Et donc pour ça, parce que j'ai aussi une colonne pays dans ma table client, et donc pour ça je pourrais très bien créer une autre mesure
et faire un calculate de mon taux manquant code postaux client, mais filtrer seulement sur les clients français. Donc je vois que si je fais ça et que je visualise ma donnée, je suis plus à 0,08%, qui est déjà très peu, mais je suis à 0,12. Donc voilà, c'est peu aussi, mais voilà, il semble que les Allemands soient un tout petit peu plus sérieux que les Français. Voilà. Deuxième vérification, la complétude en termes de couverture. Alors le périmètre que je vais étudier, c'est mes ventes en France et en Allemagne. Alors est-ce que mes données, elles couvrent bien ce périmètre? Alors il y a plusieurs manières de le vérifier, il faut poursuivre la réflexion. Donc quand j'ai chargé mes données dans l'étape 2, souvenez-vous, j'avais combiné deux fichiers dans ma table des ventes. J'avais un fichier pour la France, un fichier pour l'Allemagne. J'ai créé une seule table à partir de ces deux fichiers qui ont exactement la même structure. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même compter le nombre de ventes en France et en Allemagne, juste pour voir si c'est cohérent avec mes volumes attendus. Donc dans Power BI, en quelques clics, je vais créer un tableau. Je vais vérifier le nombre de ventes pour chacune de mes sources. Donc je reprends le source.name que j'ai utilisé en combinant mes deux fichiers. Et j'avais gardé cette colonne-là volontairement. Et je vais compter le nombre de ventes. Donc voilà, ça me semble pas beaucoup pour l'Allemagne, mais on peut creuser un peu. Donc je vais aussi mettre le chiffre d'affaires pour m'assurer que c'est cohérent. Et je peux aussi ajouter un détail sur la temporalité. Donc l'année et le mois, par exemple, pour être sûr que j'ai bien les données sur la période voulue, parce que ma période temporelle, c'est aussi un élément de mon périmètre, après tout. Donc, je regarde tout ça et je m'aperçois que j'ai pas de données de vente sur l'Allemagne à partir de 2016. Donc là, j'ai un trou dans la raquette. On m'a donné, en fait, une extraction incomplète. Donc, faut que je retravaille ça. Et finalement, c'est mieux de s'en apercevoir le plus tôt possible, quoi. Une troisième vérification, c'est la fiabilité. Et oui, c'est pas parce que nos données sont présentes que nos données sont fiables. Donc, on va prendre l'exemple des codes postaux des clients. On sait qu'il nous en manque seulement 0,12% pour les Français, donc quasiment aucun. Donc, nos données sont assez complètes, sont même très complètes, on va dire. Donc, on va vérifier si elles sont fiables. Alors, on va d'abord évaluer la fiabilité de chaque code postal. Alors, comment on va faire ça? En fait, on va s'appuyer sur notre modèle relationnel des données. Donc, on a un référentiel géographique qui est fourni par l'INSEE, qui contient tous les codes postaux français et d'autres attributs liés à ces codes postaux. Donc, si le code postal de notre client match avec ce référentiel, il est conforme. Sinon, il n'est pas conforme. Donc on va évaluer ça pour chaque code postal de mes clients en créant une colonne calculée dans ma table client. Et une fois qu'on aura évalué la conformité pour chaque ligne, on ira compter le nombre de lignes conformes par rapport au nombre de lignes totales et on obtiendra donc un taux de fiabilité de nos codes postaux. Alors c'est parti, on va aller dans notre table client et on va ajouter une colonne calculée. Alors cette colonne, elle mesure la conformité de chaque code postal OK. Donc on va l'appeler code postal OK pour l'interrogation. Donc on va renvoyer OK si c'est le cas et NOK si c'est pas le cas. Donc on va découper step by step. Déjà, il faut que j'écrive la formule qui me sert à croiser mon code postal client avec le code postal de ma table géographie. Alors, l'équivalent du recherche V dans Power BI, c'est lookup value. Donc, on va faire un lookup value. Alors, le résultat renvoyé, ce sera le code postal de ma table géographie, qui s'appelle zip. Et on s'appuiera aussi sur cette même colonne là pour chercher le résultat. Et côté table client, c'est le code postal qu'on cherche à faire matcher. Voilà. Donc je peux m'arrêter là, je fais entrer pour vérifier que ma formule est correcte. Ici, donc on voit que je renvoie bien un zip pour chaque code postal, donc et blank quand il n'y a pas de matching, donc c'est bon. Donc je continue ma formule. Et donc si le résultat de mon lookup value est blank, donc si je n'arrive pas à matcher mes deux codes postaux, je vais afficher NOK. Sinon, je vais afficher OK. Voilà. Donc je fais entrer et j'ai bien vérifié la conformité de chaque code postal de ma table client par rapport à mon référentiel géographique. Donc maintenant, on va pouvoir créer une mesure qu'on va appeler taux fiabilité code postal, toujours sans accent à fiabilité pour l'auto-suggestion, qui va être en fait la division de mon nombre de lignes conformes, donc c'est-à-dire un calculate de count rows clients, enfin client, donc je vais compter le nombre de lignes de ma table client, sur lesquelles je vais rajouter un filtre, donc filter, sur ma table client et je vais filtrer seulement sur les clients dont le code postal, la vérification que j'ai fait au-dessus, donc code postal OK, est égal à OK. OK. Et donc, je vais diviser tout ça par mon nombre de lignes totales, donc count rows de clients. Voilà. Et donc, j'obtiens 63,25%.
mais je voudrais le résultat sur les clients français. Donc je peux créer une autre mesure, taux fiabilité code postal France. Et cette mesure, ça va être une réévaluation de ma mesure précédente, donc un calculate de mon taux de fiabilité code postal, donc mon taux de fiabilité général, tout pays confondu. Et je vais filtrer sur ma table client et sur mes clients qui sont du pays France. Voilà. Donc voilà pour la fiabilité d'une donnée qu'on peut vérifier par rapport à un référentiel. Maintenant, je vais prendre le cas d'un autre exemple, c'est lorsqu'on évalue la conformité d'une donnée, mais en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, par exemple, les numéros de téléphone. Alors, les numéros de téléphone, j'ai défini 3 règles qu'un téléphone que je juge fiable doit respecter. Il doit posséder 10 caractères, il doit n'être composé que de chiffres et il ne doit pas soit avoir que des zéros, soit être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, soit 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Voilà, c'est mes 3 règles, j'aurais pu en mettre plus, mais je me suis arrêtée là. Et pour évaluer la fiabilité de chacun de mes numéros, je vais créer une colonne calculée dans ma table client et je vais évaluer le respect de chacun de ces 3 critères sur cette mesure. Si mon numéro de téléphone respecte les 3 critères, je vais renvoyer OK, sinon je vais renvoyer NOK ou alors un message d'erreur plus explicite. Alors, comment on fait? Quel est l'algorithme que va suivre cette colonne calculée? En fait, je vais vérifier donc successivement la conformité de ma donnée par rapport aux 3 critères. Donc d'abord, je vérifie le critère numéro 1. S'il n'est pas vérifié, j'affiche une erreur. Sinon, je vérifie le critère suivant. Si tous les critères sont vérifiés, j'affiche OK, etc., etc. Donc, ce que ça donne en DAX, c'est ça. Donc, on retrouve des if imbriqués. Donc, if ma condition est respectée, j'affiche NOK. Sinon, j'affiche OK, etc., etc., 3 fois. Et à la toute fin, je tombe sur la condition où j'ai vérifié mes 3 critères et donc j'affiche OK. D'ailleurs, on pourrait être un peu plus précis et mettre des messages plus spécifiques au lieu de NOK. Ça permettrait par exemple de mieux classifier les cas d'inconformité après. Donc on va faire ça dans Power BI. Je reprends ma dernière formule. Je vais ajouter une colonne calculée dans ma table client. Je vais y coller ma formule et voilà, là j'évalue la conformité du numéro de téléphone de chaque client. Et maintenant, je peux créer du coup une mesure qui calcule mon taux de fiabilité. Donc vous connaissez maintenant le process. C'est un calculate. Donc en fait, je cherche à avoir en numérateur le nombre de lignes de ma table client pour lesquelles le numéro est fiable. Ok, donc un calculate je vais calculer le nombre de lignes, donc controls de clients, et je vais filtrer sur les numéros fiables. Et tout ça, je vais le diviser par mon nombre total de lignes dans ma table client, donc mon nombre total de clients. Et voilà, donc j'obtiens, quand je visualise tout ça, 91,65% de fiabilité au niveau des téléphones. Et donc voilà, j'ai pu évaluer la fiabilité d'une donnée, non plus par rapport à un référentiel, mais par rapport à un ensemble de critères. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez suivre cette logique pour n'importe quelle autre vérification de fiabilité, hein, c'est-à-dire que d'abord vous définissez vos critères, vous créez vos colonnes calculées avec autant si besoin, vous créez des colonnes intermédiaires, il n'y a pas de problème là-dessus. Si dans votre algorithme vous avez besoin de données qui sont intermédiaires, vous pouvez très bien créer des colonnes intermédiaires et ensuite créer votre colonne calculée entre guillemets finale. Et puis, bien sûr, ensuite, vous pouvez créer vos mesures et donc vos taux de fiabilité. Alors, maintenant, une autre vérification, l'avant-dernière, c'est la pertinence. Alors, je m'y attarde pas trop
Ça consiste à s'assurer qu'il y a une corrélation entre mes champs clés et le phénomène étudié. Alors si j'étudie le panier moyen client, évidemment toutes les données que j'ai évaluées, donc le code postal et l'âge, sont assez pertinentes parce que je vais pouvoir je vais pouvoir étudier mon panier moyen en fonction de l'âge des clients et de leur répartition géographique. Maintenant le téléphone, c'est pas du tout corrélé évidemment au panier moyen, mais bon, c'était juste un exemple et peut-être que je me sers ensuite de cette donnée pour faire de la prospection ou autre chose, donc que j'ai quand même besoin d'en évaluer la fiabilité. Une dernière vérification, donc on va vérifier la qualité des relations. Alors ça, c'est une vérification importante parce que la qualité de notre modèle relationnel, elle dépend de la qualité de ces relations. Et souvent, en fait, vérifier la qualité des relations, c'est aussi vérifier l'exhaustivité de nos référentiels. Alors, je vais prendre l'exemple des produits. Est-ce que ma table produit contient tous les produits vendus? C'est-à-dire, est-ce que j'ai accès aux attributs de chaque produit vendu? Donc, pour le savoir, je vais vérifier la qualité de la relation entre mon produit ID au niveau de ma table des ventes et ma table produit. Donc, pour ça, je vais créer d'abord une colonne calculée qui sera le résultat du croisement avec ma table produit. Ok? Donc, cette colonne calculée, elle est bien sûr dans la table des ventes. Je peux l'appeler, par exemple, produit ID match dans la base. Voilà. Donc maintenant, vous avez l'habitude, on va utiliser un lookup value. Alors mon résultat sera le produit ID de ma table des produits. On fait la recherche à partir de la même colonne, mon produit ID de la table des produits. Et et donc côté table des ventes, c'est aussi mon produit ID. Voilà. Donc je croise bien ces deux éléments. Maintenant, je vais rajouter une petite condition. Donc si mon croisement est blank, c'est-à-dire que le produit ID de ma table des ventes ne correspond à aucun produit ID dans ma table des produits, je renvoie non. Sinon, je renvoie oui. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai plus qu'à calculer dans une nouvelle mesure ce qu'on peut appeler mon taux vente produit dans base. Et donc, c'est égal au nombre de lignes de vente pour lesquelles le produit est connu. Donc, pour lesquelles j'ai mon calculate, mon controls de mes lignes de vente, pour lesquelles j'ai mon produit qui est dans la base, divisé par le nombre de lignes de vente totales. Voilà. Et voilà, j'ai pu vérifier la qualité de cette relation-là. Et du coup, d'ailleurs, quand j'ai un taux comme ça, je peux bien sûr aller plus loin. Quelle que soit la vérification que je fais, je peux toujours aller plus loin. Par exemple, ici, créer un tableau avec mes produits ID. Je vais ne représenter que ceux qui sont inconnus dans ma base, donc pour lesquels taux vente produit ma colonne calculée est égale à N OK. Et donc, ou à non. En l'occurrence, ici, j'ai qu'un produit ID. Donc, je vais pouvoir l'ajouter à mon fichier source et aussi, de ce fait-là, augmenter la qualité de mes données et fiabiliser mes informations. Voilà, et enfin, dernier point, n'oubliez pas de formaliser vos contrôles. C'est important, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Et puis, ensuite, mettez en place des actions correctives sur vos données. Pour pouvoir améliorer leur qualité et bien sûr suivre tout ça en réactualisant votre modèle régulièrement et vos calculs liés à ce contrôle qualité.